Donc, un grand merci tout d'abord aux amis des études celtiques. Je suis très heureux d'animer ce soir un petit exposé sur en effet l'histoire de la harpe celtique. Je vais rajouter un peu de linguistique, ne serait-ce que puisque Gérard s'intéresse beaucoup à la linguistique et moi aussi. Voilà, tout en passant par la mythologie, par l'histoire, la construction de la harpe. Alors, je suis musicien professionnel et faire de la musique, la partager, c'est vraiment très important pour moi. La musique, pour moi, c'est vraiment la nourriture de l'âme. Et par contre, de l'autre côté, mes livres, mes études, bah, j'y tiens beaucoup. Et c'est bien sûr la nourriture de l'esprit dont on a tous besoin aussi. Voilà. Euh, Gérard m'a demandé de répondre à la question, y a-t-il une harpe celtique? Et si oui, qu'est-ce qui la distingue? Et je comprends la question. Merci pour cette question. Je vais répondre à cela tout au long de mon exposé, finalement. Donc ce soir, il y a des passionnés des études celtiques. J'ai invité aussi des amis harpistes et harpeurs, peut-être, qui vont suivre en tant que musiciens également mon exposé. Donc j'espère que tout sera clair pour tout le monde. Je vais montrer en fait surtout un diaporama. Avant de commencer celui-ci, j'ai donc derrière moi des instruments et même par terre quelques instruments. Juste peut-être quelques explications préliminaires avant de commencer donc, le diaporama. Par Trop bien, exemple, parfait. tout à l'heure, je vais parler de formes de harpe gothique. J'éloigne un peu la harpe. Vous voyez, une harpe assez élancée, assez légère et surtout qui a des harpions. Vous entendez déjà un tout petit peu euh, le son un tout petit peu bizarre des cordes et qui heurtent en fait en bas contre les harpions, hein, des taquets, parfois ici en os, parfois en bois. Donc voilà, je vais parler de cela tout à l'heure. Mais notamment aussi des harpes pictes et leur console droite. Donc la console, la partie où sont les chevilles. Ici, ce sont des chevilles en métal. C'est la partie qu'on va tourner pour accorder la harpe. Donc cette console, elle est droite hein, pour les harpes pictes. Je vais parler de piliers, parfois droits, parfois courbés. Je vais parler de caisse de résonance hein, de la harpe. Voilà, tout cela pour des non-harpistes, bien sûr. Euh, Moi, je vais parler également parfois d'une harpe. Donc là, c'était une harpe africaine, plutôt pour touristes, mais peu importe. Je vais parler en fait de harpes qui ont une caisse de résonance hein, également pour amplifier le son. Mais la table au lieu d'être en bois, peut être en peau. Donc en Afrique, c'est toujours le cas, enfin, dans, pour certaines harpes. Et je vais vous parler d'une harpe européenne, plus ou moins celtique, qui était peut-être plus ou moins de cette construction-là. Je vais aussi parler de la lyre, qui n'est pas une harpe. Et en voyant cette forme, vous allez tout de suite reconnaître que ce n'est pas du tout pareil. Hein, une lyre est plutôt symétrique hein, comme forme. Les cordes sont de longueur égale. Les cordes font aussi parfois soit un angle droit avec la caisse de résonance, soit les cordes sont prolongées et passent par un chevalet, hein, comme c'est le cas pour la guitare, le violon, etc. Voilà, donc ici, voici donc bien une lyre. Voilà. Pour terminer, je vais vous parler aussi de harpes gaéliques, des harpes anciennes d'Irlande et d'Écosse. Donc voici un exemple. Et je vais vous parler excusez-moi, de la sonorité des cordes métalliques. Vous voyez, donc des sonorités beaucoup plus prolongées hein, que la sonorité des cordes, par exemple, en boyau. Et je vais parler aussi de la console, qui est donc courbée, vous voyez, mais aussi en forme de toit. Hein, donc, c'est un peu le toit de la harpe qui symbolise même le ciel. Je vais parler de tout ça tout à l'heure. Voilà. Avant donc de commencer mon exposé avec le diaporama que je vais mettre en marche. Alors, excusez-moi. Je partage l'écran. Il me semble que c'est bien ça.
je partage l'écran. Je clique sur mon document. Voilà. Il me semble que c'est ça. Donc, Bah, excusez-moi. c'est bon, ton écran est partagé, donc ça va. C'est bon, on voit ton écran. Oui, donc C'est parfait. ça va. Par contre, je ne peux pas cliquer tout en haut puisqu'il y a une barre qui s'est mise là. Euh, F5 peut-être pour lancer le diaporama. oui, oui, mais je ne peux pas cliquer en haut, excuse-moi, Non, puisque mais j'ai si cette tu barre touches sur ton clavier F5, normalement, F5. ça lance le diaporama normalement. Ah, euh, non, là c'est le son. Euh, Peut-être FN F5. alors, FN F5. Et voilà, merci beaucoup. Alors, Ça marche, parfait. vidéoconférence. Oui, merci. Donc, l'histoire, le symbolisme de la harpe, et en effet, je vais combiner des éléments organologiques donc, qui ont trait à la construction de l'instrument, des harpes, et des éléments historiques, mythologiques, et voir quelques éléments linguistiques. Alors, donc, l'une des définitions possibles pour une harpe, donc la harpe peut être un instrument de musique plus ou moins triangulaire, c'est ça qu'on vient de voir, hein, asymétrique, donc pas symétrique comme la lyre par exemple. Ce sont des cordes pincées, même si une harpe en théorie, on peut en jouer avec des plectres par exemple. Personnellement, je joue beaucoup avec les ongles qui sont aussi des mini-plectres. Et bien sûr, ces cordes sont de longueur croissante ou bien décroissante. Le terme même, harpe, viendrait du proto-germanique. C'est un mot germanique, hein, comme l'anglais, l'allemand. Et ce terme proto-germanique, donc la langue mère de toutes les langues germaniques, harpo, en fait, serait en lien avec en fait, le terme rapona, toucher, gratter. Donc, c'est comme si on disait, si on dit harpe, c'est comme si on disait, bah, prends la gratte, à l'instrument dont on gratte, en fait. Euh, et c'est vrai que la gratte, c'est toujours de l'argot aujourd'hui, hein, pour dire la guitare, par exemple. Euh, Par contre, ce mot ancien, harpe ou bien harpa, désignait plutôt une espèce de lyre, hein, chez les Germains. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, on parle de la famille de la harpe. Euh, donc oui, si on parle de harpe celtique, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est la harpe celtique? Ben, voici donc un bel exemple de harpe celtique que moi j'appelle harpe celtique moderne. C'est un peu comme les anglophones qui parlent de Neo-Celtic harp, hein, la harpe néo-celtique, la harpe néo-irlandaise. Je trouve que c'est très bien de préciser cela, puisqu'on a affaire en fait à un renouveau de la tradition. On parle en fait d'un renouveau à partir du 19e siècle, là où l'Irlande n'avait plus de harpe ancienne cordée en métal, de harpe gaélique dont je vais parler tout à l'heure. Et il était tellement important, hein, pour les Irlandais à cette époque-là d'avoir quand même un instrument qu'ils ont recréé une nouvelle harpe, un nouveau type de harpe qu'on appelle donc aujourd'hui Neo Irish Harp ou chez nous harpe celtique. J'habite en Bretagne, on dit harpe celtique, harpe bretonne, mais c'est une nouvelle tradition. Voilà. Donc voici un bel exemplaire d'un luthier suisse avec qui je travaille beaucoup. D'ailleurs, en haut de cette harpe, et je crois que vous voyez la flèche de mon souris également. Donc, en haut de la harpe, on a des taquets, ici en métal, qui sont là pour changer de demi-ton. On a un certain degré de chromatisme sur ces instruments. On a donc les 12 demi-tons, hein, toutes les notes des touches blanches et noires du piano. Voilà. Alors, ce genre de harpe vient donc du renouveau du 19e siècle, avec notamment John Egan, un luthier irlandais, qui est vraiment considéré père de la harpe néo-celtique. Voilà. On voit d'ailleurs, c'est vraiment en plein romantisme que cette harpe est née. On le voit ici sur la photo avec la décoration. On peut aussi le voir, enfin l'entendre au répertoire. Euh, et d'ailleurs, il y avait beaucoup de joueuses femmes en fait qui chantaient avec l'instrument. On est en plein romantisme. Alors que la harpe celtique, les harpes celtiques anciennes, c'était autre chose. C'était pas du tout de l'époque romantique. Euh, alors, ce genre de harpe a été développé, popularisé en Bretagne, entre autres,
et ne serait-ce que par le papa d'Alan Stivell, hein, le grand star, la grande star, pardon, de la harpe celtique en Bretagne et au-delà. Donc, son papa, Georges Cochevelou, a construit donc cette Telengentan, hein, donc la première harpe, ça veut dire en fait en langue bretonne. Et oui, c'était la première, l'une des premières hein, dès les années 50 du XXe siècle à être produite. Et c'est un très bel instrument avec lequel Alan Stivell a enregistré son premier CD. On lui doit beaucoup de choses. Donc moi qui viens des Pays-Bas, quand j'étais ado, j'ai entendu quand même des enregistrements d'Alan Stivell. Je suis tombé amoureux de la harpe celtique, entre autres grâce à cela. Et j'ai découvert avec lui aussi des harpes cordées en métal. Donc cet instrument-ci n'était pas cordé en métal, mais il en jouait aussi. Voilà. Alors, la harpe, c'est vraiment un instrument millénaire et par exemple, chez les Égyptiens, on avait plusieurs modèles de harpe. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je voulais juste vous montrer que par exemple, je passe assez vite, dans les Cyclades, en Grèce aussi, anciennement, comme au Moyen-Orient, comme en Afrique, on avait déjà très tôt des instruments qui répondent à ma définition de la harpe. Nous, on va parler harpe celtique. Donc, d'abord, si on passe en Gaule, donc pendant l'Antiquité, à notre connaissance, on n'a pas en fait à cette époque-là, à l'époque gauloise, de harpe. On n'en a aucune trace, ça m'étonnerait. On voit par contre ce qu'on appelle aujourd'hui des lyres. Euh, donc, des lyres que j'aime pas beaucoup appeler lyres personnellement, car j'avoue que c'est la famille de la lyre. Sans doute hein, que les Gaulois n'appelaient pas ça lyre tout d'abord, et même pour la lyre ou les lyres grecques, il y a des noms très précis en Grèce pour désigner tel ou tel instrument. Donc, oui, c'est la famille de la lyre, mais on peut peut-être trouver même le nom celtique, le nom gaulois pour cet instrument. Euh, donc, voici donc, comme j'ai écrit, la statuette d'un barde. Ça fait partie des 4 bustes trouvés donc près de Carhaix, près de l'ancien Vorgium, donc dans un site aristocratique gaulois. Donc, c'est une statuette datée parfois du 3e, plutôt du 2e siècle avant notre ère. Et c'est la seule représentation assez précise, en fait, d'un barde celtique, peut-être d'un dieu barde. Euh, et donc, il tient bien entre ses mains donc, cette lyre, entre guillemets, à 7 cordes. 7 cordes, donc chiffre sacré, même si au Moyen-Âge, pendant très longtemps, on a également des lyres à 6 cordes ou avec d'autres nombres de cordes. Alors, pourquoi j'ai mis le mot crota en haut? Je vais expliquer tout de suite. C'est probablement quand même le nom gaulois pour cet instrument. Alors, on retrouve ce nom dans le texte de l'évêque de Poitiers, Venance Fortuna. Donc, ce poème très connu, d'ailleurs, écrit vers 600. Donc, il écrit donc, dans ce poème que les Romains te louent de leur lyre, donc ils jouent d'une espèce de lyre, les barbares hein, de leur harpe, les Grecs d'une autre lyre, achéenne, et les Bretons de leur crota. Alors, en fait, dans les 4 cas, Venance Fortuna mentionne un instrument de musique qui est quand même soit une vraie lyre, soit semblable à la lyre, la famille de la lyre. Donc, quand les barbares jouent de leur harpe, c'est sans doute la lyre germanique. Et le breton qui joue de leur crota, bon, il faut comprendre donc les Bretons celtiques d'outre-Manche, de l'époque, ou peut-être les premiers Bretons d'ailleurs en Petite-Bretagne, hein, en Armorique où j'habite, qui jouaient donc d'un instrument appelé chrota ou crota. Le CH de chrota, c'est assez important car quand on va regarder ensemble ce, pour moi, terme générique, le cruto ou le crota, en fait, il s'agit donc d'un étymone, donc c'est une base celtique qui désigne un cordophone, un instrument à cordes, pas forcément une harpe. Donc la forme la plus ancienne, avec astérisque, donc reconstituée, on ne l'a pas trouvée dans un texte, c'est cruto, donc en proto-celtique, la langue mère de toutes les langues celtiques. Et
on aurait déjà, sans doute, plusieurs sens. Donc, un cordophone, un instrument à cordes, mais aussi un utérus au objet rond. Et le terme serait en lien peut-être avec le terme reconstitué également crundis, donc le mot pour un adjectif pour dire rond. Et c'est pour cela qu'on trouve, donc à partir de Croto, on trouve le mot Cruth en proto-brittonique, donc en fait la langue mère des langues celtiques parlée donc en Grande-Bretagne, voire du breton parlé en Bretagne aujourd'hui, en France. Et là, on aurait sans doute, pense-t-on, à peu près les mêmes sens de cordophone, utérus, objet rond. Et en effet, ici, on a le terme rota en bas latin, mais qui pourrait très bien provenir du gaulois crota. Du reste, il y a Dotin, par exemple, ou d'autres linguistes qui mettent ce mot crota, épelé avec K ou bien parfois C, dans leur dictionnaire de termes gaulois. Je pense en effet, si Venance Fortuna écrivait en latin, ici, on peut considérer le terme comme étant bas latin, mais je pense, à vrai dire, que c'est un mot gaulois qu'il utilise en latin, mot gaulois et brittonique. C'est exactement le même terme, le même mot que le crut ou crot en vieil irlandais, qui peut désigner la harpe, mais également la lyre, et dont le sens premier serait boss. Et pourquoi? C'est pour désigner un peu la forme de la lyre, sans doute, ou d'une harpe ancienne, la bosse. Prends la bosse, pour dire, en fait, prends ton instrument, joue-en. Et la même chose pour les formes galloises, avec Cruth et Croth, qui veut dire roth, c'est le même terme pour désigner donc un instrument à cordes quelconque, voire plusieurs instruments à cordes, mais le sens premier serait ventre. Alors, ce Croth en gallois a donné un moyen anglais crowd, voire aussi donc le mot rota ou bien donc rot en français. Ce serait bien le mot celtique cruto, crota de base, mais emprunté par les Germains, et le terme serait revenu en Gaule par la suite. Et c'est tout à fait logique en fait de voir le son que tomber à ce moment-là. Le son que passe par un H et revient en France, et on a donc en vieux français rota. Alors, ces termes, on les connaît. On les connaît, c'est-à-dire le. Donc, je vous rassure tout de suite, le W en gallois peut être une voyelle. Donc, on prononce Cruth pour cet instrument qui ressemble un peu à une lyre, mais c'est une lyre à archet. C'est joué avec un archet. Voici d'ailleurs un autre exemplaire encore d'un Cruth gallois. Instrument très ancien qu'on remet un tout petit peu à la mode au Pays de Galles. Donc oui, on a une construction de lyre à manche et on appelait ça Cruth. Alors, le mot français rota ou rot désigne plutôt un instrument que beaucoup de gens pensent être une harpe. Il n'en est rien. On a la forme assez triangulaire d'une harpe, mais si vous regardez bien, donc c'est cette rote ou harpe psalterion, on dit parfois, c'est un instrument où au milieu, ma flèche va revenir, au milieu, en fait, on a une caisse de résonance et des deux côtés, on a à chaque côté, en fait, une rangée de cordes. Donc, il y a une double rangée de cordes. Et pour avoir essayé l'instrument, je peux vous dire que ça ne sonne pas comme une harpe. Un harpiste peut facilement en jouer, bien sûr, mais c'est quand même pas la famille de la harpe. C'est vraiment rote ou harpe psalterion. Alors, on a même en France, d'ailleurs, à l'abbaye de Moissac, on a le même instrument, rota, avec l'inscription juste au-dessus. Donc, en capitale, vous avez bien rota, au-dessus de l'instrument. Donc, ça, c'est le terme celtique qui, en France, au Moyen-Âge, désigne donc cet instrument harpe psalterion. Pour rencontrer, à mon avis, la première harpe ou les premières harpes plus ou moins celtiques, donc jouées par des populations qui parlaient une langue celtique, ce serait ça la définition donc, des harpes celtiques anciennes, il faut aller en Pictie, donc le pays des Pictes, donc c'est la côte est, nord-est de l'Écosse actuelle. Et on trouve des stèles, des pierres très intéressantes avec un art picte et une dizaine de harpes carrément gravées sur des stèles.
la stèle picte de Neg serait peut-être la première. La datation n'est pas tout à fait sûre, hein, mais selon les dernières études, on parle quand même de la fin du 8e siècle. Et vous voyez peut-être pas très bien la harpe, donc sur la prochaine image, j'ai agrandi. Voici peut-être bien l'image, la première image d'une harpe celtique car jouée par les Pictes qui, selon la thèse de Guito Rhys sur la langue picte serait plutôt une ou des langues celtiques. Moi, je considère que cette harpe est la première harpe celtique. Deuxième exemple, la harpe picte sur une croix, cette fois-ci. Donc christianisée, mais une bonne partie de ces pierres pictes ont des associations plutôt pré-chrétiennes. Donc la harpe sur les croix, sur les stèles en tout cas, ne serait pas toujours des harpes chrétiennes, même si le roi David en joue parfois sur les stèles. Donc en tout cas, cette croix picte de Dublin date du 9e siècle et pour le coup, on est relativement sûr car on a une inscription avec Constantin, en fait, le fils de Ferric, en fait, Fergus, un nom bien connu dans la littérature irlandaise. En fait, c'est un roi picte historique qui est mort en 820. Donc, de son vivant, ou juste après, on aurait érigé cette croix. Et donc, il y a également une harpe dessus. Voilà, donc à gauche, on voit donc vraiment l'effigie de cette harpe. Donc peut-être la deuxième harpe celtique dont on a donc une trace. À droite, on voit le travail tout à fait remarquable d'un ami, Yves d'Arcisas, qui est grand spécialiste de harpe ancienne du continent européen. Et je vais vous montrer en vitesse donc, son travail sur la géométrie dite sacrée de ce genre d'instrument. Donc, il est clair que dans nos églises, dans nos cathédrales du Moyen-Âge, on ne pouvait pas les construire sans une géométrie très précise. La même chose est vraie pour une bonne partie des instruments de musique et surtout pour les harpes. Et même donc les tracés très simples finalement en apparence sur les croix pictes seraient donc à l'origine aurait une géométrie tout à fait intéressante. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Je vous invite à aller voir sur le site marqué en bas, simpleharp.freeup.fr. C'est tout à fait remarquable le travail de Yves d'Arcisas. Donc, il a retrouvé le même genre de tracé sur d'autres harpes et je trouve sa remarque très intéressante que dans l'empire de Charlemagne, on retrouve à peu près le même tracé pour les rota, les harpes psaltérions dont je parlais. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre, d'ailleurs, la première harpe celte, mais également la première harpe du Moyen-Âge tout court, car sur le continent européen, il faut attendre quand même le milieu du XIIe siècle pour avoir les premières traces de harpe, que j'appelais pas forcément celtique, si vous voulez. Voilà, donc il y a peut-être un lien entre la rota, instrument très ancien, et ces premières harpes pictes, premières harpes celtes. Passons maintenant en Irlande, où à cette époque-là, en effet, on n'a pas tout de suite de harpe. Peu après, au 9e siècle, 10e siècle surtout, on trouve quand même un instrument de transition. Donc, le premier exemple serait cette croix de l'Art, le comté de Carlow, c'est le sud-est d'Irlande. Donc, au 9e siècle, on a sur cette croix même cet instrument presque dérangeant, je dirais, puisque est-ce que c'est une vraie harpe? L'instrument ne répond pas à ma définition de harpe, avec des cordes qui ont une longueur égale, clairement, c'est pas décroissant. Ça ressemble un tout petit peu à une lyre sans être une lyre. Est-ce que c'est un instrument hybride? On ne sait pas trop, à vrai dire. Donc, on l'appelle souvent donc, harpe angulaire. Faut de mieux, finalement. Donc, cet instrument existe, s'appelle sans doute aussi crot, donc C-R-O-T-T, on a vu le terme tout à l'heure. Et 2 siècles plus tard, mais quand même très tôt finalement, au XIe siècle,
on a la vraie première image d'une harpe en Irlande. Et donc, en effet, qu'on peut appeler crot ou prut, puisque jusqu'au XIVe siècle, il n'y a pas d'autre terme pour désigner la harpe en Irlande. Donc, on voit ici que la harpe est dotée vraiment d'un pilier renforcé. Ça, c'est important. Avant le diaporama, j'avais donc montré en vitesse une harpe irlandaise ancienne qui a un pilier renforcé. Et on pense que, enfin c'est même sûr, au niveau de la construction, on a besoin d'un pilier renforcé puisque la traction des cordes métalliques sur cet instrument est telle qu'on ne peut pas recourir à une construction légère qu'ont sans doute eu les harpes pictes. On pense d'ailleurs que les harpes pictes étaient peut-être cordées en boyau. On a de bonnes raisons pour croire que c'était plutôt du crin de cheval. Je vais en reparler quand je vous parlerai des premières harpes galloises qui sont peut-être en lien avec les harpes pictes. Donc, le Breac Meoch, le reliquaire du Saint Moch, en fait, au XIe siècle. Donc, c'est vraiment une image très importante, la première harpe irlandaise qu'on appelle harpe gaélique. La harpe des Gaëls d'Irlande et des Écossais des Hautes-Terres et des îles d'Écosse. Un texte très important, donc le moine gallois Giraud de Cambrai, qui, dans sa topographie d'Irlande au XIIe siècle, est très, très, très négatif à propos des Irlandais. Et il les traite vraiment de barbares. Et, pour lui, ils n'ont aucune culture, aucun mérite. Et par contre, tout d'un coup, il écrit « Je ne trouve chez ces gens de ferveur louable qu'en ce qui concerne les instruments de musique, qui jouent incomparablement mieux que toute autre nation de ma connaissance. » Donc, ce n'est pas la peine de lire le texte en entier, mais il loue vraiment le style de jeu des Irlandais. Dans le texte, il parle de kitara. Hein, il ne mentionne pas le terme crot. Et si jamais vous avez un doute, est-ce qu'il parle bien de harpe? Moi, j'en suis convaincu. Enfin, la plupart des spécialistes pensent bien qu'il parle de la harpe irlandaise ancienne. Mais surtout, s'il dit en fait que les sons aigus, donc en bas, hein, il joue les sons aigus des plus petites cordes au-dessus des sons tenus des cordes plus graves si aisément, etc. Ben, les plus petites cordes qui donnent les aigus, ça donne bien l'image des cordes plus longues pour les graves. Hein, donc, je pense en effet, on parle d'une harpe irlandaise ancienne, cordée en métal, et qu'il trouve donc très, très différent par rapport à ce qu'il connaît lui, au XIIe siècle, puisqu'à cette époque-là, il y a d'autres harpes qui ne sont pas forcément celtiques. Une image qui dérange certains, ça vient d'Irlande, donc le reliquaire de la dent de Saint Patrick. Dans certaines études, on dit qu'on aurait travaillé pendant 2 siècles en fait sur ce reliquaire. On donne parfois une date très précise du XIVe siècle. En tout cas, cette harpe, c'est pas une harpe gaélique de construction plutôt lourde. Non, c'est léger. On n'a pas de pilier renforcé. Vous voyez, c'est un pilier plutôt léger. La courbe, c'est une très légère courbe. C'est pas du tout une courbe pour les cordes métal. Donc, en fait, c'est une harpe au XIVe siècle, on va dire, qui ressemble à d'autres harpes du XIIIe, XIVe siècle du continent européen. Donc, comme quoi, en Irlande, on a peut-être de façon minoritaire, je pense, joué à l'époque quand même de certaines harpes qui n'étaient pas gaéliques, qui n'étaient pas cordées en métal et qui avaient donc une construction plus légère. D'ailleurs, une autre preuve assez tangible de cela, dans le même musée à Dublin, à quelques pas, j'ai vu dans une vitrine en fait une cheville. Les chevilles, c'est donc là où on tourne, enfin on les tourne pour accorder la harpe, donc ces chevilles d'accord, ces petites broches. J'en ai vu une en fait en os, et qui dit cheville en os, dit plutôt une cheville pour tenir une corde en crin de cheval ou bien en boyau, et plutôt pas une corde métallique. Vous voyez? Donc ça, je trouvais important de vous montrer aussi.
Donc, si on parle de harpe gaélique, oui, on parle de crotte et de croûte. Donc, instrument rare, un instrument très coûteux, très mythique. Hein, c'était certainement pas un instrument populaire. Hein, beaucoup d'Irlandais, d'Écossais n'avaient jamais vu un tel instrument. Ils avaient entendu parler de ce genre d'instrument. Au-dessus, je parle du timpan. Timpan, donc une sorte de, ouais, sur de lyre irlandaise. Donc, la lyre a côtoyé la harpe longtemps. Et dans la plupart des cas, probablement, le terme timpan veut dire une sorte de lyre, mais le même terme désigne aussi une percussion. C'est déjà le cas en latin, hein, dans le latin tympanon. C'est une lyre ou parfois une percussion. C'est pas du tout un dulcimer. Je l'ai écrit puisque les fans de musique irlandaise connaissent sans doute le groupe Folk Chieftains, avec leur harpiste Derek Bell, hein, qui est décédé il y a une vingtaine d'années. Il jouait également beaucoup dans dulcimer, mais un dulcimer en fait emprunté aux amis autrichiens, décoré avec des fleurs et tout, et il l'a appelé timpan, comme si c'était un instrument irlandais. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, on connaît le dulcimer, hein, donc une sorte de sitar frappé avec des maillettes, vous voyez. On connaissait ça en Irlande, mais le terme historique timpan, c'est dommage qu'il ait donné ce terme-là à cet instrument, hein, puisque le timpan veut dire lyre plutôt. Donc, crotte et croûte, terme très ancien, celtique, très ancien. Mais au XIVe siècle, on a la concurrence du mot clarsach. Clarsach, donc avec AI. Au début, c'est la forme plutôt irlandaise. La deuxième forme, avec le A, accent grave, c'est le terme plutôt écossais, enfin gaélique écossais. Il y a certains spécialistes qui pensent que le terme proviendrait de l'Écosse, c'est possible. En tout cas, l'origine étymologique semble claire. Hein. Clar, en irlandais, ça veut dire la table. On a le même terme en gaulois, hein, de claro, la planche, et même des toponymes. Je trouvais ça très rigolo de voir ça. En fait, il y a des toponymes en France, hein, donc Clairac, Clary, Clairé, hein, des noms de lieux qui veulent dire la planche. Donc, planche ou table est à l'origine du terme clarsach. En Écosse, on utilise le terme aujourd'hui aussi pour désigner la harpe celtique moderne. La harpe gaélique a une tradition de construction de caisses creusées. Donc ça, c'est assez important. Autant au XVIIIe siècle, il y a une petite majorité des harpes existantes qui ont une caisse collée. Mais avant cela, il y a vraiment une tradition bien établie de creuser la caisse. On prend un tronc en bois, on commence à creuser derrière, on remet une plaque en tant que dos, hein, de la harpe. Le fait d'être en sol, c'est quand même assez important. Arbre qu'on mentionne beaucoup dans les mythes, dans la mythologie irlandaise, l'arbre des marais, l'arbre d'ailleurs qui est lié aux grues. Et je vais vous raconter tout à l'heure que la harpe irlandaise a des liens très précis avec les grues, justement. Cette harpe a une place importante dans la mythologie, donc même si c'était un instrument rare, mais justement, c'est un instrument un peu mythique. Les dieux Lugh et aussi le Dartha, deux des dieux les plus importants du panthéon irlandais et celtique, en fait, ils sont lyriciens. Enfin, ils jouent de la harpe ou bien parfois, en effet, de la lyre irlandaise, des deux. Ça dépend des textes, des termes utilisés. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir des cordes en métal sur ces harpes qui étaient de construction robuste, forcément pour pouvoir résister à cette traction, ça c'est très important de voir ça. On n'a pas de traces vraiment sur le continent européen de cordes en métal, sauf une ou deux petites exceptions dont je vais parler. Un exemple hein, de la harpe dans la mythologie irlandaise, dans le très fameux récit Deuxième bataille de Moytura, Mac Tuired, Moytura. Donc, c'est la harpe du Dartha. L'instrument même est enchanté, en fait. L'instrument même tue des hommes. Et en fait, à un moment donné, il y a une sorte de poème. Donc, en vieil irlandais, c'est écrit « Tyr, daur davlau ». Tair cor cethar chwir, tair sav, tair gav. Biol y crot agus bolog agus bunye.
Ça veut dire donc viens chêne à deux floraisons, viens musique aux quatre angles, viens été, viens hiver, les bouches de harpe, de sac et de cornemuse. Alors, on a parfois du mal à saisir le sens exact de tel poème très, très ancien. Mais par exemple, chêne à deux floraisons, certains disent, ah oui, ben, la harpe était partiellement en chêne, peut-être dans une autre espèce de bois. On ne sait pas exactement. Vient musique aux quatre angles. Certains disent, ah, c'est la caisse de résonance qui a quatre angles. C'est une harpe. D'autres disent, ah non, on parle de quatre angles. C'est une harpe quadrangulaire que j'ai montré, une image d'un instrument qui n'était pas vraiment triangulaire comme la harpe. Ou bien d'autres disent, ah non, c'était la lyre. Vient été, vient hiver, on peut avoir plusieurs interprétations, mais une interprétation que je trouve très intéressante, c'est de rapprocher cela du symbolisme de la harpe. Je vous parlerai de la Queen Mary Harp d'Écosse tout à l'heure, une harpe gaélique, qui a clairement sur la console, en côté sombre, en côté clair, en côté masculin, en côté féminin. Peut-être que c'est en lien. Alors, autre élément de mythologie irlandaise, et pas que irlandaise, on va voir cela, c'est les trois modes musicaux. Dans beaucoup de textes, il y a en fait des oiseaux surnaturels qui en fait, quand ils chantent, font en sorte que tout le monde s'endort irrésistiblement. Donc, c'est ce qu'on appelle le suantry. On a les trois termes en vieil irlandais, suantry, Galtree, Giantry. Donc, Suantry, en effet, la musique que personne ne pouvait écouter sans tomber dans un profond sommeil. Galtree, le mode à cause duquel tout le monde pleurait, se lamentait. Giantry, celui qui provoquait impitoyablement le rire, la gaieté. C'est très intéressant en tant que musicien de se dire que notre bel instrument puisse être aussi versatile et donner donc ces trois modes, entre guillemets, ces trois modes musicaux. Je trouve ça très intéressant. Ce qui est plus intéressant pour vous, les mythologues encore, c'est que, par exemple, au Pays de Galles, on a la même chose. On a les fameuses triades galloises. Donc, la triade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen mnémotechnique pour faciliter donc la mémorisation de poèmes, de pièces, de poésie, et notamment l'ensemble des triades, les triades de l'île de Bretagne, qui constituent aussi un index littéraire pour les poètes, en apprenant en fait par trois, les poètes allaient plus facilement retenir cet index littéraire. Donc, dans cette triade en particulier, on a donc l'équivalent exact des trois modes connus des harpeurs irlandais. Harpeur, c'est le terme ancien pour harpiste, donc celui qui joue plutôt avec les ongles, plutôt sur corde de métal. Donc, en gallois, on dit « Tri chneth telenar, peri chwerthin chlevai nacheski ». Donc, les trois qualités d'un harpeur, apporter le rire, les larmes, le sommeil. Donc, c'est quand même le pendant exact. Il y a en fait un texte, excusez-moi, un texte grec dont le titre m'échappe, ça va me revenir tout à l'heure, où on a aussi trois modes musicaux. Ce n'est pas exactement le pendant de ce qu'on trouve en territoire celtique. Il y aurait la même triade en Inde, mais je n'ai pas pu retrouver ça. Donc, avis aux mythologues, trouvez-moi cela et faites-moi signe. Quelques diapositives sur les cordes en métal. Excusez-moi, j'ai laissé quelques traductions en langue anglaise. Donc, on parle de temps en temps de or jarek, donc de l'or rouge pour la matière des cordes. Ça peut être la simple rhétorique. On a des textes en vieil irlandais, tout est en or. Vous voyez le bateau en or, qui a des mâts en or, qui a des voiles en or. Donc, ça peut être complètement poétique. Maintenant, il y a aussi des textes qui sont assez précis et qui décrivent en fait des cordes en or. On va voir cela. Un autre terme qui revient souvent, c'est fendrigne.
Vous voyez le mot ici, si vous voyez ma flèche, Fendring. C'est un terme qu'on a du mal à traduire. On pense que ça veut dire en fait électrum, donc l'alliage argent-or. C'est tout à fait possible. On a des textes, donc là, un exemple en latin, où on parle de Aeneis. Donc, Aeneus, souvent on traduit avec bronze. Parfois, ça peut se traduire aussi avec du laiton. C'est un problème à la fois de traduction, et peut-être d'auteur. Dans beaucoup de cas, quand on dit bronze, finalement, l'alliage était plus proche du laiton actuel, paraît-il. Donc, c'est une matière très, très complexe. Mais il faut plutôt donc penser au laiton, même si la traduction dit peut-être bronze. Donc, en bas, on a de nouveau le mot Fendring. Et parlant de tympan, donc probablement cette lyre irlandaise qui pouvait être cordée aussi en corde métallique. Les Celtes n'avaient pas l'apanage de ces cordes en métal. On trouve déjà au IVe siècle Basilée de Césarée, en Anatolie, la Turquie actuelle, qui parle de lyre et qui parle d'un autre cordophone cordé quand même en métal. Il y a des textes où on peut vraiment. Donc, on parle ici d'une harpe en haut, et le fait d'attacher de l'or sur la harpe, bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on attache des cordes en or, peut-être qu'on attache des plaques en or, et peut-être que c'est de la rhétorique poétique. Vous voyez, on n'est pas complètement sûr. Par contre, ici, le mot entre guillemets, le or-chadar, ça veut dire littéralement la harpe cordée en or. Donc là, c'est le seul exemple qui est vraiment très, très parlant. Et ça peut marcher, je vais dire ça tout à l'heure, des cordes en or massif avec la technique de tréfilage, ça tient très bien sur les harpes irlandaises, écossaises anciennes. Voilà. Bon, un autre texte qui parle de Uwa. Uwa, c'est le mot irlandais pour justement dire laiton. Donc, on avait eu cette matière. De nouveau, Findrin. Bon, j'ai mis trop d'exemples, excusez-moi, mais le Tainbofreich, c'est vraiment un texte très, très connu des mythologues. Voilà. Donc, un dernier exemple, on parle d'argent. Donc, ça peut être intéressant encore. Ici, on dit une corde d'argent entier, d'argent massif. Et cela aussi, ça a été testé sur des harpes irlandaises. On peut mettre du laiton, on peut mettre du bronze, même si je pense que c'est trop moderne. L'argent, l'or, ça fonctionne très bien et serait peut-être historique. Alors, j'habite en Bretagne. En Bretagne, on aurait tellement aimé avoir le même type de harpe à cordes métalliques. Rien n'est moins sûr. Par contre, on a quand même ce passage écrit par Jean Renaud dans ce manuscrit du XIIIe siècle. Et dans ce qu'il écrit, il emprunte en fait à la matière de Bretagne. Cette matière qui a été utilisée, cette matière littéraire utilisée par Marie de France dans ses laits, par Chrétien de Troyes également. Et ben, le texte est quand même assez clair. La harpe qui était cordée d'argent, excusez-moi, la harpe était cordée d'argent. Bon, en tout cas, techniquement, ça peut marcher. Est-ce que ça a vraiment existé? Peut-être. Si on regarde dans l'iconographie en Bretagne, voici un exemple, la harpe de la Fulté, la cathédrale de Quimper, donc sur le portail sud, donc au XVe siècle. Moi, je ne vois pas assez de détails, si vous voyez. Moi, je peux pas dire, pour moi, ce n'est pas une clochard gaélique ou une crotte gaélique cordée en métal. Il y a certains qui le pensent, libre à eux. Moi, je vois une harpe qui est très proche de l'iconographie du continent européen. Puisque nous, on parle pour l'instant donc de cette harpe magnifique des Gaëls, d'Irlande et d'Écosse, des hautes terres d'Écosse, encore une fois. Et donc, cette harpe, la Brian Boru, ou bien aujourd'hui, on préfère l'appeler la harpe de Trinity College, puisque Brian Boru étant un roi irlandais du XIe siècle, cette harpe, peut-être du XIVe au XVe siècle, n'a jamais appartenu à Brian Boru.
Donc, on préfère dire l'instrument du Trinity College, qui est vraiment devenu l'emblème national d'Irlande. C'est une harpe dite à tête basse. Ça veut dire que par rapport à la crosse, cette partie, en fait, la tête de la harpe est à peine plus élevée que cette partie-ci. Ça veut dire aussi que les cordes basses, les cordes les plus graves, qui sont plus longues bien sûr que les aigus, ne sont pas si longues que ça. C'est pour cela aussi qu'on a proposé cette solution, parfois de mettre des cordes en or. La densité de l'or fait que ça sonne vraiment très très bien. Je peux en parler peut-être tout à l'heure. Il y a souvent des questions à ce sujet-là. Il y a des petits détails, donc c'est vraiment des magnifiques instruments. Et donc, on peut interpréter le symbolisme de cette décoration. Ce n'est pas ce que je vais faire ce soir. Et la même harpe sur une carte postale ancienne, vous voyez qu'elle a été reconstruite, le pilier est cassé en fait en bas, malheureusement. Donc on avait mis à l'époque une espèce de pâte assez affreuse, mais surtout pour dire que les trois parties n'étaient pas forcément attachées comme il fallait. On ne sait pas exactement comment la reconstruire, mais surtout, ça laisse la possibilité aussi de penser que peut-être les trois parties sont issues en fait à l'origine de deux, voire de trois harpes différentes. C'est possible. D'autant plus que cette effigie, ce type de harpe, ça a dû exister. Elle n'était pas fabriquée en masse, mais on va voir qu'il y a le pendant écossais aussi de cette harpe. En tout cas, dans les armoiries d'Irlande, on trouve vraiment cette harpe Brymeborough. C'est aussi l'emblème de Guinness. Dans le musée de Guinness, vous pouvez voir une harpe magnifique, je vais en parler. Sur les euros, bien sûr, les euros d'Irlande ont l'effigie de cette harpe. Justement, la sœur de cette harpe se retrouve en Écosse. La harpe dite de la roi Mary Stuart. Dans le musée d'Édimbourg, vous pouvez aller la voir gratuitement, profitez-en. C'est aussi une harpe médiévale tardive, donc du 14e, 15e siècle. Autant on a pu scanner la harpe avec des moyens très modernes il y a quelques années, autant on n'a pas prélevé de bois, on n'a toujours pas de datation très sûre. On va dire que c'est une harpe médiévale tardive, mais les 29 cordes, ou bien pour la harpe précédente, les 30 cordes, c'est quand même un développement des harpes de la Renaissance sur le continent européen. Excusez-moi, je regarde le temps, je déborde un peu. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Donc voilà, la même harpe, les décorations de cette harpe. Je ne vais pas trop en parler ce soir, je voulais juste vous montrer en vitesse qu'il y a beaucoup de décorations très intéressantes dont on peut donc proposer des symbolismes très intéressants. Souvent, on disait qu'il y a une troisième harpe gaélique, les trois harpes du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on pense que cette harpe lamante daterait plutôt du XVIIe siècle. Et du coup, c'est une harpe post-médiévale, mais quand même de facture archaïsante. On continuait au XVIe, XVIIe siècle à fabriquer à l'ancienne, en Irlande, en Écosse. Le pilier est déformé. J'ai une anecdote, mais pas le temps. Et cette harpe de Kells du XVe siècle, juste pour dire que c'est la troisième harpe avec la Brymeborough, avec la Queen Mary, avoir en fait la même décoration très intéressante. Alors, une image très connue, une esquisse du XVIe siècle, d'un Anglais qui était aussi très négatif sur les Irlandais. Ne serait-ce qu'en voyant donc cet homme, cet Irlandais qui se chauffe les fesses au feu, on voit déjà un tout petit peu ce qu'il pense des Irlandais, n'est-ce pas? On voit ici donc le harpeur qui joue d'une harpe ornée de pierre. On voit un conteur, on voit le chef, et on voit à deux reprises sans doute un félin. J'ai mis ça. En fait, cette image de la tribu de la cour de McSweeney montre justement un félin, compositeur de poésie. C'est la personne en sûr. Le Rackera, le chanteur qui récite, ce n'était pas le félin même, le compositeur, il faisait pas ça lui-même. Et donc le croocher, la harpe, ou le clasher, le harpeur, l'accompagnateur musical. Et peut-être que l'autre personne tonsurée à gauche du chef est un fili également. Et dans ce cas-là, on a une image, je reviens en arrière, qui montre donc un concours entre deux félets. C'est tout à fait possible. En Écosse, d'ailleurs, on ne connaît pas ce terme Rackera, mais on utilise plutôt le terme barde, le terme qui était connu déjà en Gaule, mais le barde composait
récitait lui-même en Écosse et parfois même en jouant de la harpe. Donc la distinction entre les trois catégories qui sont ouais, très, très, très distinguées, excusez-moi, en Irlande, ça s'estompe un tout petit peu en Écosse. La harpe, donc de façon symbolique, serait le temple de l'univers. Ça, c'est pas nouveau hein, de dire ça pour des instruments de musique. Et deux amis, Marc Durand de Bretagne, Anne Heyman, grande spécialiste de ce type de harpe des États-Unis, ils ont leurs idées là-dessus, très très intéressantes. Donc, moi-même, j'ai mis certaines de mes idées dans ma thèse, même si ma thèse portait sur les animaux. J'ai parlé de la harpe en tant que microcosme, en fait, qui reflète le macrocosme, le monde en petit qui reflète donc le grand monde, donc un thème cher aux Celtes. Par exemple, avec les termes pour les trois parties de la harpe, la caisse de résonance, kesh, qui veut dire également ruche, et tout à l'heure, on a déjà vu que cette caisse pouvait aussi être considérée comme le ventre d'une femme. Le lafran donc lafran, excusez-moi, j'ai mis pilier, mais laf c'est la main, cron c'est l'arbre, c'est l'arbre à main, c'est là où on peut porter la harpe si vous voulez. C'est le pilier, bien sûr, symbole phallique qui relie en fait la caisse de résonance, qui symboliserait en fait le côté féminin, côté terre, avec la console, la partie haute, la harpe, qui serait peut-être neutre, en tout cas qui symboliserait le ciel, et dont le nom irlandais core veut dire donc console, hein, cette partie en haut où on règle la tension des cordes, mais le même mot en irlandais veut dire grue. Et sachant qu'il y a plusieurs cultures dans le monde entier, ou en Sibérie, je pense aussi à l'Afrique, où les cordophones ou parfois des harpes dont on jouait, ça s'appelle même grue ou bois de grue ou coup de bois de grue. Donc, c'est un peu des théories, mais on pense réellement que la grue, voire d'autres espèces aviaires, étaient liées donc à la harpe. On le voit d'ailleurs sur l'image du XIe siècle, de la première harpe irlandaise gaélique. On voit en fait un oiseau perché sur la harpe. Ça peut être l'Esprit Saint, si vous voulez. Ça peut être aussi un symbolisme pré-chrétien. Euh, Dernier élément, très très intéressant, Nakaoli, ça se prononce Nakaoli, ça veut dire littéralement coucher ensemble. Ce sont deux cordes différentes, mais qui sont juste à côté, accordées à l'unisson, en double sol, deux fois la note sol. Et probablement, ils partagent en fait le registre de la harpe en deux. Une voix masculine, les basses, les notes graves, et puis la voix féminine en haut. C'est une hypothèse, mais jusqu'à il y a quelques années, on a vu la harpe downhill dans le musée de Guinness. Donc, vous pouvez aller boire une bonne Guinness et aussi aller voir cette harpe downhill en même temps, qui en fait a des chevilles en métal, bien sûr, et sur les chevilles, on a à la fois un symbole masculin, les croix ou les X, et le symbole féminin des losanges ou des carrés. En tout cas, c'est interprété comme tel et ça correspondrait à la voix féminine, la voix masculine. Justement, ça m'amène à des harpes irlandaises un peu plus tardives, un peu plus grandes. Donc, c'est une grande harpe dite à tête basse. La pointe va monter un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, la même harpe. Ou bien, donc la harpe en néo, dont je viens de parler, justement, avec ses chevilles, avec le symbolisme masculin, féminin. La voilà dans le musée des Guinness. Et par la suite, les harpes irlandaises s'agrandissent encore pour devenir des véritables harpes baroques. Harpes baroques, souvent, on utilise le terme pour décrire les harpes italiennes, mais pour moi, les Irlandais ont connu vraiment une harpe baroque également, des cordées en métal. Dennis Hampson, c'est vraiment pas le dernier peut-être, mais le seul harpeur irlandais, donc à la fin du XVIIIe siècle, à jouer encore, enfin, les autres jouaient à l'ancienne aussi, mais lui encore avec les longs ongles courbés, et il connaissait plus le répertoire ancien que les autres. Mais c'était déjà très anachronique à cette époque-là, on n'a presque plus d'harpeurs. C'est pour ça qu'au XIXe siècle, on va recréer une nouvelle harpe. Donc, je m'excuse, je n'ai pas trop le temps pour tout dire. Donc, Anna Heyman, dont je vais parler, elle est vraiment devenue la spécialiste de ce type harpe. Petite harpe qu'on voit donc à gauche,
Michael Pretorius qui parle die gemeinsame einfache Harfe, hein, donc auf Deutsch, en allemand, donc la harpe simple, en fait commune, donc plus ou moins la harpe gothique, dont je vais parler juste après, et irländische Harfe, donc la harpe irlandaise, vous voyez, c'est vraiment une distinction bien connue. Je déborde vraiment, je suis désolé, je continue encore une dizaine de minutes pour vous parler du côté gallois, les harpes galloises, car les premières harpes galloises seraient très très anciennes. On a vers l'an 900 déjà le mot talent, qui désigne la harpe et qui est utilisé dans les poèmes mythologiques du Pays de Galles. Mais en fait, ces poèmes sont en provenance du Hen Ogledd. C'est le mot que j'ai mis en haut, le Hen Ogledd, le vieux Nord. Je vais montrer ça dans un instant. C'était le nord de l'Angleterre et le sud de l'Écosse actuelle, où des tribus de langue brittonique, de langue très proche du gallois, habitaient, avant d'être repoussés par les Saxons, les Jutes, mais aussi par les Gaëls. Donc, on a une harpe très ancienne au Pays de Galles qui serait peut-être en lien avec les tribus du Hen Ogledd. Et plus tard, on trouve un autre modèle, donc à la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, un modèle plus gothique. Donc, on a vu la harpe gothique tout à l'heure en image. Et dont les cordes en crin de cheval, j'en ai déjà parlé, furent progressivement remplacées par des cordes en boyau. Et d'ailleurs, c'est donc une évolution que les poètes gallois regrettent au cours du XIVe siècle. Talen Raun, c'est le mot gallois pour dire le crin, versus le Talen Leather, donc le cuir, qui désigne peut-être les nouvelles cordes en boyau ou parfois la table de la harpe en peau. Justement, ici, une petite carte de Ogledd, The Old North, le vieux Nord. Donc, cette partie du sud de l'Écosse et puis du nord de l'Angleterre où il y a des tribus qui sont pressées finalement par les Jutes, les Germains qui arrivent de ce côté, mais aussi des Daurieda, les Gaëls qui arrivent là. Et donc, pendant quelques siècles, en fait, il y a une migration et il y en a beaucoup qui vont donc jusque Gwynedd et le reste du Pays de Galles, si bien que la littérature galloise la plus ancienne vient non pas du Pays de Galles, mais du nord de l'Angleterre, du sud de l'Écosse. C'est pour ça les Pictes étaient juste à côté. Il y a de bonnes raisons pour croire que la harpe picte qu'on a vue tout à l'heure était plus ou moins connue par ici et qui a été ramenée par ces gens vers leurs frères en fait au Pays de Galles. C'est une hypothèse à laquelle je crois en tout cas. Et cette harpe, on a des descriptions. Donc, ce qui est important ici, c'est le bourdonnement d'une humble abeille. Donc, la harpe est souvent, excusez-moi, donc comparée à une abeille, donc le son de la harpe. Et on raconte aussi que la harpe est faite de la bonne peau de jument. Vous voyez, donc c'est peut-être les cordes en crin de cheval qui tirent sur une peau et non pas sur une table en bois. Mais on trouve plus tard donc, des harpes qui sont plutôt des petites ou parfois des grandes harpes gothiques. L'iconographie n'est pas très riche au Pays de Galles, malheureusement. On a quelques exemples, vous voyez. Voilà, ça c'est au XVIIIe siècle, mais c'est encore une harpe gothique, si vous voulez. Et ces harpes-là commencent à avoir des harpions. Donc, je vous ai montré en préambule en fait des harpions qui font un peu buzzer, zansonner les cordes. Et j'ai trouvé en fait un poème irlandais du XVIIe siècle qui, en décrivant une harpe galloise, montre que l'Irlandais en question n'aime pas du tout cette harpe et son son. Donc, ce n'est pas toi que la harpe perverse qui fait le bruit de claquements sur les cordes. Ce n'est pas elle qui a un ton confus, comme un tellin, bourdonnant dans la chaleur d'été. Ce mot tellin, ce mot irlandais tellin, qui désigne l'abeille, c'était un nom moqueur à la base pour la harpe galloise. C'est devenu le terme pour décrire justement la harpe galloise et aussi la harpe en Bretagne. On utilise toujours le nom tellen. Je déborde vraiment, j'ai presque terminé, je suis désolé. Un petit mot sur la musique la plus ancienne pour harpe qui vient du Pays de Galles.
c'est le manuscrit compilé par Rupert Uphill, donc au XVIIe siècle. Mais ce manuscrit contient la musique du XIVe et XVe siècle, et c'est la musique qu'on appelle Kerfdant, la musique des cordes. Mais le mot kerf veut quand même dire musique, mais aussi poème, poésie, artisanat. Donc c'est un terme très très large en fait. Euh, Aujourd'hui, ça existe encore, et quand on dit Kerfdant, on pense à la tradition de Panechlion, ce chant improvisé sur musique de harpe. Mais moi, j'utilise ici le terme Kerfdant comme un terme plus ancien pour la musique de cour, hein, sur harpe galloise. On trouve ce terme kerver, du coup, ménestrel, et il y a les auteurs Sanger et Kinnard qui pensent que ce mot pourrait être un emprunt en fait à la langue picte. J'ai pris ça pour argent comptant et maintenant que j'ai trouvé le même mot kerdo artisan et le latin, mais aussi le grec kerdos qui veut dire le gain, mais aussi de l'artisanat. Je pense que ce n'est pas si simple que ça. Hein, on a un mot celtique, mais qui était quand même très, très connu pour décrire donc à la fois le musicien, à la fois la musique qui a été jouée dans ce manuscrit de Appiu. Dans ce manuscrit, il y a quelques termes irlandais. Pourtant, ce manuscrit est gallois. Et ça s'explique au XIe siècle déjà, mais aussi au XIIe. Il y a une influence attestée en fait des harpeurs irlandais qui étaient même invités par Griffith ap Cynan en 1075. Donc, il y a eu vraiment une influence directe irlandaise sur la tradition bardique galloise qui s'est irlandisée très tôt. Bill Taylor, Anne Heyman sont des spécialistes de cette musique. Le poème dont je parlais, et Godovin, du nord de l'Angleterre. Les harpions, c'est une tradition qu'on retrouve donc jusque tardivement en fait au Pays de Galles. Donc c'est des choses qu'on trouve ailleurs en Europe. Hein. Donc tout à l'heure je vous vais montrer en fait une harpe à harpion. C'est une harpe allemande. Vous voyez donc en Allemagne, en France, on avait ces harpions, mais au Pays de Galles aussi, on a hérité de cette mode en fait, hein, de faire zinzonner des cordes. Donc jusque très tardivement. N'empêche que, juste pour terminer mon discours, qui a été un peu trop long, on trouve en fait dès le XVIIe siècle des harpistes gallois à Londres qui découvrent en fait la nouveauté, la nouvelle harpe baroque italienne qui a été très apprécié en France, qui a voyagé jusqu'en Grande-Bretagne, jusqu'à Londres. Et ces quelques Gallois sont tellement pris par ce son, par ce nouvel instrument, qu'ils l'ont ramené au Pays de Galles. L'harpe a été oubliée un peu ailleurs par la suite et a été tellement popularisée au Pays de Galles qu'on commence à l'appeler la harpe galloise. C'est donc très, très rigolo quand même, par ça, cette harpe italienne, qui aujourd'hui, on peut en faire des reconstructions hein, de la harpe ancienne, mais c'est toujours un instrument traditionnel au Pays de Galles. Donc c'est devenu en quelque sorte une harpe celtique aussi. Donc encore une autre image. On joue d'ailleurs, comme presque toutes les harpes celtiques qu'on vient de voir, on jouerait avec la main gauche en haut sur l'épaule gauche, contrairement aux habitudes modernes. Vous voyez? Et une dernière image, juste pour dire, on continue, même si c'est minoritaire au Pays de Galles, on joue plus de harpe celtique moderne, de harpe classique aujourd'hui, mais finalement, on continue à en fabriquer, à en jouer, et ceux qui en fabriquent, ceux qui en jouent, ils ont appris de quelqu'un, qui a appris de quelqu'un, qui a appris de quelqu'un, ce qui me fait dire, pour rigoler un tout petit peu et terminer mon intervention, que c'est la seule harpe celtique avec une tradition ininterrompue. On a la harpe celtique moderne qui est un très bel instrument, je suis content d'en jouer. C'est une nouvelle tradition. Et la harpe gaélique, la harpe picte, la harpe galloise ancienne, c'est des instruments, on peut en refaire, mais c'est des traditions interrompues. Voilà. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été beaucoup trop long. Voilà. Je vais je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. J'ai toujours partagé mon écran. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, merci beaucoup, Dimitri. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, je vous entends.
pour cet exposé extrêmement intéressant qui montre toute l'ampleur de la mythologie, mais aussi de la construction, de la tradition qui est attachée à cet instrument et qui nous donne envie à tous, j'en suis sûr, de l'entendre avec Tout vous. à Et fait. donc, Oui, je pense que nos auditeurs vont avoir envie d'écouter vos concerts et de vous suivre désormais. Merci beaucoup. très bien. Oui. Peut-être pouvons-nous passer aux questions. Est-ce Alors, il y que... a eu quelques questions, effectivement, dans le chat. Euh, alors, il y avait le secrétaire, évidemment, qui donne les infos. A priori, alors, on a monsieur Jérémy Doison qui évoque en Irlande, il y a la harpe sur la croix de Monaster Boych qui date du Xe siècle. Alors, peut-être monsieur Jérémy Doison veut-il intervenir pour parler de ça et poser la question directement ou partager son information? Alors oui, bonjour. Alors Bonjour. c'est une question qui vient en réaction à un commentaire de Dimitri qui a montré pendant son exposé une harpe datant du XIe siècle, je crois, c'était ça, Oui, oui. que tu as présenté comme la plus vieille. Hmm. Et bon, celle-ci visiblement, enfin celle de Master Boy semble être légèrement plus ancienne, hein, puisqu'on voit le Xe siècle, d'après ma source en tout cas. Oui, oui. Donc là, et donc c'est une harpe qui est donc à Monaster Boys dans le Cantiloupe, dans le nord-est de la République d'Irlande. Oui. Alors si on regarde sur internet des photos de la croix, on verra pas la harpe parce qu'en fait le côté qui est mis pour les photos n'est pas celui où est la harpe. Donc Oui. il faut Et je vraiment me aller sur rappelle, place ah oui, pour. je l'ai vu cette harpe, j'ai pas l'image en tête. Donc j'ai présenté en effet cette harpe du relique tout à l'heure qui passe pour être la première harpe triangulaire irlandaise à cordes métalliques. Mhm. Et c'est vrai que je suis un peu embêté sur cette croix de Monaster Boys. Euh, Je ne me rappelle plus exactement, puisqu'il y a eu des harpes, enfin, en tout cas des cordophones, des instruments à cordes qui ressemblent un peu, hein, comme cette harpe quadrangulaire dont j'ai parlé, hein, qui est quand même plus ancienne aussi. Donc pour le Monaster Boys, je suis un peu embêté pour répondre précisément à la question, parce que alors, je sais pas si elle est vraiment triangulaire, euh, hein. à l'occasion, je pourrais te l'envoyer. Moi, je l'ai Bien pris en sûr, photo. Elle est bien triangulaire, effectivement. super. Super, très bien, d'accord. Je dois l'avoir vu, mais j'avoue que Donc, j'ai plus le je vais souvenir noter très précis. que je te l'envoie dans ce cas. Super, À je vais bien. l'occasion. Super. Comme ça, je pourrais commenter ça de façon un peu plus précise. Très Alors, bien. dans le chat, toujours, on avait une deuxième réflexion de Phoenix CM. Donc, je l'invite évidemment à intervenir. Donc, je lis, hein, corde en or, sonorité excellente dans les basses, dans les harpes gaéliques tête basse, le bronze étant trop mou pour le couple, diamètre, courte, longueur des cordes de ces harpes. Oui, Cordes en oui. argent d'une qualité sonore intermédiaire pour celles et ceux qui ont moins de budget. Alors, est-ce que Phoenix M veut intervenir? Oui, oui. Bonjour, oui, j'interviens. Ah oui, d'accord, merci. Alors après, j'ai vu effectivement le retour de Jérémy. Alors peut-être qu'on n'a pas la même expérience effectivement là-dessus. C'est un avis plus sur une expérience personnelle, puisque moi j'ai aussi une gaélique euh, Super. pour des bronzes et les têtes basses. Donc c'est la Queen Mary, une réplique Queen Mary. Mais le bronze en dessous des Sisters, là, j'oublie le nom en gaélique parce que je suis incapable de les prononcer. Donc, Macaulay. Oui, merci. Euh, était trop mou. Enfin, du moins, ça me déplaisait, notamment oui, dans certains accords. Donc, j'avais oui, beaucoup échangé avec Simon Chadwick, qui oui, avait étudié avec Hahnemann pour tout ce qui était notamment les différentes cordes, matériaux de cordes, diamètres, etc. oui, Euh, et l'or, évidemment, est de nos jours un peu inaccessible, hein, il faut le dire, oui, au prix de la corde. oui. J'avais donc échangé avec lui, notamment quand je suis parti à Kilkenny lors d'un stage d'été, de Mhm. pouvoir mettre des cordes en argent, Oui, oui, puisque j'avais pu essayer une de ces harpes justement avec de l'argent et qui avait une sonorité. Alors, la sonorité, je la trouve plus chaude et une sonorité plus longue, en tout cas, que le mhm. bronze.
mais bien moins précise malgré tout que l'or. L'or a quand même de ce que j'ai pu entendre et Oui, ce que j'ai pu jouer aussi sur certaines cordes de ma prof en Bretagne, oui, l'or est dans les basses, c'est un son extrêmement précis, mhm, long oui, et je dirais presque volatile. Mais l'argent, alors du coup, c'est de mon expérience, était vraiment oui, le bon compromis mm, entre le bronze trop mou, le ressenti trop mou et oui. l'or inaccessible. Oui, oui. Bah, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, donc merci pour l'intervention. Oui, bah, en effet, on utilise donc l'or dans les basses et ça pourrait être donc une vérité historique, puisque la densité de l'or est deux fois plus grande que la densité même de l'argent en fait, hein, Oui, et des autres métaux qu'on utilise. C'est pour cela que ça marche. On a une densité importante puisque si on continuait, plutôt le laiton, hein, historique que le bronze. Certains mm, utilisent le bronze et j'ai deux harpes cordées en bronze que j'aime beaucoup. Le laiton serait, hein, selon les spécialistes, plus proche des alliages utilisés à l'époque. En tout cas, c'est à peu près la même densité, c'est comparable quand même. Ça a mm. beaucoup moins euh, d'harmonique en fait que le bronze. C'est un peu plus précis entre guillemets. Après, bon, c'est une question personnelle. En tout cas, quand on descend en effet sur les harpes tête basse, hein, donc je réponds aussi pour tous en fait, dans les harpes tête basse, on a des longueurs assez petites, hein, pour mettre donc des cordes en bronze ou en laiton. Et donc l'or, ça marche vraiment très bien. Je peux d'ailleurs rapprocher, pourquoi pas, l'une des harpes que j'ai. Je vais vous montrer. Alors, ça répond à une deuxième question. Dimitri pourrait-il jouer de la musique? Donc, en effet, il va jouer. Ben, je ne fais pas trop de concerts là, puisque je suis mal installé, je n'ai pas accordé, j'ai vraiment derrière moi 12-15 instruments. Donc, je ne fais pas de concerts aujourd'hui, mais je pourrais vous donner en fait des liens Internet pour que vous pouvez écouter en fait ce que je fais. Je vais plutôt montrer un peu la sonorité d'une harpe gaélique. En effet, en haut, c'est donc des cordes en laiton censées être relativement historiques. C'est des cordes qu'on utilise aujourd'hui aussi pour les clavecins. Et dès que je descends, en fait, il y a, il y a de plus en plus ce son de cloches que j'aime beaucoup, mais c'est un peu plus mou en effet. Et dès que j'arrive à la partie or, on ressent tout de suite qu'on a une densité, qu'on a du gros son. Finalement, une longueur pas trop importante. Donc, en effet, ça marche très bien. L'argent, j'ai pu expérimenter avec. J'aime bien, c'est un peu plus mat en fait que les cordes, enfin même beaucoup plus mat que les cordes en or. Ça fait une vraie transition. Je sais que Oui, certains spécialistes comme Simon Chadwick ou Anne Heyman utilisent beaucoup moins maintenant l'argent. Donc je sais qu'Anne Heyman, elle aime beaucoup pour le symbolisme de l'or et de l'argent, pardon, donc le symbolisme masculin, hein, de l'or, le symbolisme féminin de l'argent, elle aime beaucoup ça, je comprends. Maintenant, c'est un son un tout petit peu plus mat. On avait tout à l'heure d'ailleurs la référence bretonne, hein, à cette harpe cordée d'argent. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien expérimenter, toute une harpe en argent, puisque du coup, on n'aurait pas de transition entre sonorité mat et moins mat. Le tout serait mat avec quand même un beau son de cordes métalliques. Donc, personnellement, j'aurais envie d'expérimenter un peu plus avec ça, quoi. Mm. Merci. Alors, on avait une autre question. Que symbolisent les grues qui feraient résonance avec la harpe? Oui, donc plusieurs choses. Bah, tout d'abord, la grue est quand même très liée, paraît-il, bah, c'est normal, hein, au marais, l'endroit d'où provient le bois de la harpe, si la caisse est faite en saule. Il y a cela, mais aussi la grue qui serait donc en lien avec ce toit du monde, vous voyez, puisque c'est dans cette forme traditionnelle de la console, un peu le toit du monde. Vous voyez ça? En fait, la grue, comme d'autres oiseaux, bien sûr, mais la grue, avec son long, aurait à peu près la même forme, évoquerait en fait la forme, la coupe, hein, de la harpe. C'est peut-être pour ça qu'en Afrique, c'est peut-être pour ça qu'en Sibérie, il y a des harpes qui s'appellent la grue, coup de grue, bois de coup de grue, carrément. Euh,
mais aussi la grue, comme d'autres oiseaux, bien sûr, hein, font le lien entre ce monde-ci et le monde d'en haut. Donc, il y a bien ce symbolisme un peu céleste aussi des oiseaux. Voilà. Il y a, Alors, ouais, je pense en dernier élément, excusez-moi, les dents, c'est surtout le cri, en fait, le cri très particulier de la grue. Je sais qu'Anne Heiman a lancé en fait l'hypothèse que les cris à l'unisson, le fait que ce sont des oiseaux qui restent en couple toute leur vie, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec Nakauli, ces cordes sœurs accordées, les deux cordes accordées en sol? C'est parmi les possibilités. C'est une hypothèse, bien sûr. oui, parce que je pense que la grue, on la retrouve effectivement associée aux divinités gauloises. Ce qui enfin, donc, de la revoir maintenant, justement, sur l'arbre, c'est assez surprenant de voir une Oui, omniprésence de cet oiseau qui aujourd'hui a oui. disparu un peu de nos contrées. Oui, c'est vrai. Ça fait penser au Tarvos trigaranos, bien sûr, hein, de la Gaule. Hein, c'est ce taureau aux trois grues, en fait. Hein, donc, ce mythème gaulois. Je ne sais pas si en lien direct avec le symbolisme de la grue de la harpe irlandaise ancienne. Peut-être que Gérard, qui a travaillé justement sur les animaux celtiques. Alors, j'ai une idée, mais je ne sais pas. Bon, peut-être qu'elle est, elle vaut rien du tout, mais si ce coup-là de la grue qui fait. Alors, la grue, c'est aussi le passage, hein, le passage des saisons. Et Mm. l'hiver, l'été, on a cette polarité aussi. Et Oui, puis, ça peut correspondre au passage entre les sons hauts et les sons bas, qui sont éventuellement, reliés oui. par Oui. le coup de la grue, en quelque Mm. sorte. Ah, très bien. Oui, Ça peut être. Bon, voilà, c'est c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. oui, oui, Quelqu'un bah, très bien. peut-être aurait-il une intervention, un sentiment à partager sur ce sujet de la grue? Là, je vois qu'on arrive à la fin des questions. Donc, personne, c'est un sujet assez complexe. Oui, j'ai lu Est-ce que une remarque de quelqu'un qui disait, en fait, en Asie, hein, la grue est liée à symbolise la sagesse. Il y a cela, en effet, en Chine également, la grue qui est associée, en fait, à la cithare chinoise. Donc, il y a ce lien un tout petit peu enfin, international, hein, entre guillemets. On trouve quand même le symbolisme de la grue, donc en Afrique, en Asie, en Europe. D'accord. Alors, a priori, que quelqu'un aussi signalait que tu interviens demain au théâtre de Poche de Aidé. Oui, c'est vrai. Alors, peux-tu parler de ça? Comme a priori, malheureusement, Zoom ne permet pas d'entendre le son. Je vois qu'il y avait des Non, filtres c'est vrai. numériques qui C'est coupaient vrai. complètement le son. Et je me méfie un tout petit peu aussi du son sur Internet, hein. Donc, c'est vrai qu'avec le confinement, j'avais refusé il y a 2 ans de faire un concert sur Internet, puisque bon, je suis assez exigeant sur ce point-là. Donc, demain, je joue en fait en direct à Aidé. Donc, ça se trouve au nord de Rennes, pas loin de Rennes. Donc, c'est à 20 heures ouais, au théâtre de Poche, dans le bourg d'Aidé. Donc, pour les Bretons, vous êtes les bienvenus. Pour les autres, c'est un peu plus loin. C'est peut-être plus intéressant encore de vous dire, si vous cherchez Dimitri Harpe sur Internet, vous tomberez sur mon site Internet ou ma page Facebook et il y a tout mon agenda. Donc, je vais passer à Bruxelles, ailleurs en Belgique, je vais passer en Dordogne, je fais toute une tournée en France, sachant que parfois je fais des concerts de harpe ancienne, parfois je fais des concerts aussi avec beaucoup de mes compositions qui sont résolument modernes. Je suis parfois demandé pour la musique du Moyen Âge, comme je peux faire de la musique traditionnelle de Bretagne ou d'Irlande, par exemple. D'accord. Donc, comme c'était une visioconférence gratuite, évidemment, donc nous invitons le conférencier à parler un peu de ses activités. Tu as fait plusieurs CD Oui, oui, j'ai eu le plaisir d'enregistrer donc en soliste déjà. Donc en 2014, je crois, j'ai fait un CD Arpa Insolitae.
donc des instruments insolites. Je trouvais assez intéressant d'en prendre 11 à l'époque. J'avais emprunté aussi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de harpes, mais je continue à enregistrer avec plusieurs harpes. Il y a aussi du travail en collectif. Donc, j'ai pu, par exemple, travailler avec deux Américaines sous le nom Ensemble Toss the Feathers. Et par exemple, notre dernier CD, Rira, R-I-R-A, Rira, c'est un CD de musique irlandaise et écossaise, anglaise ancienne, où je joue beaucoup en fait de ces harpes cordées métal, mais pas uniquement. Je joue aussi un peu de harpe plus moderne là-dedans. Et j'ai d'autres projets. Donc en octobre, par exemple, il y a un grand projet breton qui va sortir. Ça s'appelle Armagh Dal, le cheval aveugle. Donc c'est un projet avec en fait une chorale bretonne qui chante donc des paroles profanes de Job an Irien. Et je joue la harpe dedans, donc c'est un très gros projet, mais sur certaines pistes, il y a juste que 4 Dimitri. Il y a 4 harpes différentes dont je joue, donc c'est à la fois des harpes anciennes, parfois cordées en métal, mais des harpes très modernes aussi, pour un travail très intéressant. Donc pareil, sur Internet, vous trouverez les détails. Alors, on a encore quelques messages, hein, je partage. Donc, Alix Collin, je joue aussi du Gaegom coréen. Le luthier a un logo avec 2 grues. Est-ce que Alix Collin veut parler de ça? A priori, la grue traverserait toute l'Eurasie. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si Bonsoir. vous me voyez, il faut que On j'allume ma t'entend. vidéo. Je peux mettre la vidéo aussi, voilà. Bonsoir. C'est simplement pour partager cette poésie de la grue. Le gayagum coréen, c'est la sitar, c'est un instrument qui ressemble au koto japonais, mais c'est la version coréenne. Et j'aime beaucoup cet instrument parce que on le joue pas avec un plectre, on le joue avec les doigts directement. Les cordes sont en soie. Et donc, les techniques sont intéressantes, les doigtés, les techniques sur la corde. Enfin, en tant que harpiste, Oui. c'est un plaisir d'apprendre cet instrument. Et donc, c'est très beau parce que le luthier qui a fait mon instrument, il a un logo avec 2 grues qui viennent chacune en volant en face l'une de l'autre en symétrie. C'est très, très joli. Et voilà, je retrouve cette symbolique de cet instrument. Merci pour les évocations. Super. Merci. Ça me rappelle aussi du nord de la France où en Champagne, on a le lac du Der. Donc ça, je vais encore rater, mais l'envol en fait des grues au lac du Der, c'est quelque chose d'exceptionnel en Europe en fait. Donc apparemment, c'est vraiment quelque chose à aller voir, hein. Il me semble en octobre, novembre, si je me trompe pas. Donc, malheureusement, ma tournée là-bas en Champagne, ce sera en septembre, donc je vais les rater. Mais allez-y au lac du Der pour voir les grues. Merci. Alors, on a Monsieur Serge. En Chine, la grue est directement le symbole de l'impératrice. Est-ce que Monsieur Serge veut intervenir? Attends. On réactive le son. Voilà, c'est bon. On t'écoute. Pas particulièrement. En fait, ceux qui veulent le message l'ont vu. Donc, effectivement, dans tous les symboles, dès qu'on voit si vous avez même chez vous une grue chinoise, comme on en trouve dans pas mal d'intérieurs, c'est un symbole réservé à l'impératrice. Mais donc, j'ai vu beaucoup de questions, mais la chinoise, la première chose à laquelle ils pensent, c'est ça. Rien à ajouter à ça. Très prestigieux et féminin. Donc, pour anecdote, je me moque un peu, mais Serge est vice-président de la SBEC. Donc, c'est un très grand ami. Il intervient. Merci, Serge. Il me vient à l'esprit, est-ce qu'on pourrait dire est-ce que ça se fait de parler de la harpe comme d'une dame qu'on doit en fait, servir et respecter? Oui. En tout cas, dans les textes irlandais, on parle de la dame, hein, en faisant allusion à la harpe. Donc oui, la harpe elle-même, c'est une dame, ça c'est sûr. Oui. Et j'ai une autre question, parce que vous avez parlé de trois métaux, des cordes en bronze ou en laiton, en argent et en or. Et puis, il y a aussi les 3 types de mélodies de la harpe les modes musicaux. Oui. qui sont le faire pleurer, faire dormir, faire rire. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer une correspondance entre ces deux triades?
Oui, oui. Et en fait, j'ai passé trop vite, mais j'avais donc vraiment préparé trop de choses. Je m'excuse encore une fois, c'était trop long. Mais il y avait un texte, une sorte de triade, en effet, en langue irlandaise, où on évoque les trois modes. Et du coup, la harpe en question n'aurait que trois cordes. Hein, donc, c'est cette harpe mythique, peut-être pas réelle. Donc, une corde en fer. Une corde, la traduction c'est bronze, mais je pense en effet que ça peut être du laiton également. Et je ne sais pas si la troisième corde était en argent ou en or, l'une des deux en tout cas. Donc, on a cette correspondance dans un texte. Et bon, on mentionne le fer, métal peut-être moins noble, plus guerrier, hein, en quelque sorte. Le fer était utilisé d'ailleurs un peu hein, dans les harpes irlandaises, les dernières au XVIIIe siècle. Et c'est vrai que c'est une matière très pratique qui casse beaucoup moins hein, que le bronze ou le laiton. Mais en tout cas, oui, Gérard, il y a cette correspondance, au moins dans un texte, oui. Merci. J'avais une question. Comment dire, donc on a parlé de la symbolique des métaux. Pourtant, il me semble que quand on voit les instruments contemporains de la guitare, par exemple, on est vraiment dans des matériaux techniques qui ont peu de symbolique. Alors l'art pourrait garder une symbolique qui un peu prédominerait dans l'usage et non pas, on n'irait pas vers des métaux très techniques, très performants. C'est une question un peu innocente. Oui, oui. Oui, disons que oui. J'aime beaucoup la harpe gaélique ancienne pour son symbolisme, bien sûr, et du coup, les métaux comme le laiton, mais aussi l'or, c'est quand même des métaux un peu mous, parfois un peu cassants aussi. Et on les ressent dans le jeu, c'est très subtil aussi. J'ai deux ou trois, même trois harpes cordées en acier, hein, des cordes vraiment beaucoup plus dures. C'est très difficile en fait de construire une harpe qui n'est pas agressive en fait avec ce genre de cordage. Et donc il y a 2 ans, le luthier suisse avec qui je travaille beaucoup a vraiment réussi à construire une harpe cordée entièrement en acier, mais il y a une très très belle sonorité, très subtile et pas du tout agressive et c'est rare. J'ai vu quelques assez belles harpes cordées en acier, mais c'est une matière tellement dure pour moi, ça reste souvent juste un peu trop agressif. Mais je suis très attaché aux cordes en bronze, en laiton, en or pour leur subtilité. Et on voit très bien que c'est moins dur et ouais, encore une fois plus subtil. Sur les cordes en acier, il existe l'acier laitonné également. J'en ai une sur une de mes Kamac qui est à la moitié aiguë en acier laitonné. Ça a un Oui, son un peu nasillard oui. qui me déplaît un peu, mais ça, c'est pas brutal. Ça va. C'est vrai. J'ai expérimenté un peu avec ça et à l'époque, je pensais que c'était très bien. Par la suite, j'ai expérimenté avec de l'acier plaqué or. Donc, ça existe et c'est pas si cher que ça puisque la couche en or est très fine. Ça marche aussi, mais dans les deux cas, je ne trouvais pas ça si convaincant que ça. Il y a parfois des cordes en acier finalement de meilleure qualité enfin, dont la sonorité me plaît plus finalement. Il y a même d'ailleurs des cordes en acier argentées aussi. Donc ça existe. Donc une fine couche d'argent, d'or ou bien de laiton. Oui. Alors, on avait encore comment dire, une information donc de Peter, donc il te remerciait. En Hongrie, nous avons un conte qui parle de la grue qui serait le facteur des anges, tellement vrai pour la harpe. Donc, la grue, l'oiseau serait le facteur des anges, donc, et donc a priori, c'est une belle correspondance pour la harpe Oui, avec cette oui. musique qui élève. Ah, Donc, très la Hongrie. intéressant. Oui. D'accord. Je ne sais pas si Peter veut intervenir. Alors, Peter, c'est super, Peter. Ah bah, c'est une demoiselle, une dame. Oui, c'est pas Peter, c'est Joujana. Mais voilà, j'ai juste trouvé l'image très beau. Et effectivement, c'est un conte qui parle du grue, qui serait le facteur qui passe en tant que messager céleste. Et voilà, merci. Super. Merci. Alors, donc, Alix Colin, pour les trois modes, il y a aussi les trois forces de la prière dans la musique persane ancienne, War, Ostad et Laï, musique de Sétar et aussi la corde d'or. Est-ce que Alix veut
compléter. Oui, bon, évidemment, avec le setar qui est un luth, on n'est pas dans le domaine de la harpe, mais j'aime beaucoup aussi ce répertoire de setar, de musique ancienne persane. C'est de la musique très élevée, c'est de la musique très spirituelle. Et donc, il y a les trois forces de la prière qui reviennent avec la même intention que dans la tradition celtique. Donc, il y a l'imploration, on est dans les pleurs. On a la contemplation. Alors, la contemplation, c'est un état de conscience. Donc, le sommeil, c'est aussi un autre état de conscience. Et puis, l'exultation, qui est l'expression, le rire. Voilà. On retrouve ça aussi dans la tradition chrétienne quelque part, même si ce n'est pas exprimé de la même façon. Mais je trouvais que ça fait des croisements entre les différentes traditions. Et ce que je voulais surtout aussi dire, c'est que sur le setar, il y a seulement trois cordes et il y a une corde basse qui fait une sorte de bourdon. Il y a une corde aiguë, chanterelle sur laquelle on joue la mélodie. Et puis il y a une corde au centre qui s'appelle la corde d'or. Je suis pas sûre qu'elle ait jamais été fabriquée en or, mais c'est la corde qui sert à faire les intervalles. Et elle s'appelle la corde d'or. Je trouve que c'est une évocation intéressante par rapport à ce qu'on a dit ce soir. Voilà. Oui. Ah, merci beaucoup pour cela. Ça me fait penser à une chose. Donc, c'est cette théorie en fait des cordes, hypothèse des cordes masculines, des cordes féminines. euh, ça semble quand même plausible grâce à cette harpe Bélignat, fameuse, mais, Bélignat. mais également, également, j'ai trouvé en fait une harpe africaine où on parle aussi des cordes masculines et des cordes féminines. Donc, il semble y avoir dans la harpe boîtée en Afrique de l'Ouest, il semble y avoir une correspondance avec des cordes masculines et des cordes féminines. Alors, est-ce qu'il y a Bien. d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vais reprendre la parole pour finir et puis remercier Dimitri de nous avoir donné cette occasion d'entrer dans son univers. Et puis, je remercie aussi tous les participants. On a eu un bon moment, je crois. Et puis, pour moi, je trouve que c'était extrêmement intéressant. Et donc, j'espère, alors je vous engage à regarder, écouter le concert de Dimitri, de le suivre, et puis de nous rejoindre pour nos prochains apéros celtiques, bien sûr, et puis d'adhérer à notre association pour que ce genre de choses soit possible à l'avenir. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Dimitri pour profiter de sa musique, justement, en très bonne qualité, en qualité sonore, comme je sais que Dimitri est exigeant, ou sur YouTube. Voilà, à bientôt, dans 2 mois, donc. À bientôt. Bientôt. Au revoir tout le monde.